On se retrouve aujourd'hui pour parler de Kering qui a fait une grosse chute en bourse, qui a perdu environ 10% avec un gap baissier par les annonces de résultats et qui est au global dans une tendance quand même relativement baissière depuis un petit moment maintenant. Si on se remet ici, et on va voir si les retours sur les niveaux de 2017, c'est signe précurseur qu'on va à la cave, si Kering est une marque qui est fichue ou si c'est le moment de rentrer en position. Alors, déjà pour avoir le contexte, Kering, nouvelle lourde chute en bourse pour Kering dont la rentabilité plongera au premier semestre. La maison mère de Gucci et Bottega Veneta a vu ses ventes se contracter de 10% en données comparables au premier trimestre et n'attend pas une véritable amélioration au deuxième trimestre. Son résultat opérationnel courant devrait baisser de 40 à 45% sur les 6 premiers mois de l'année. La messe était déjà dite pour le premier trimestre de Kering. On l'avait vu dans la précédente vidéo, je vous mets ça par ici. On avait déjà eu des mauvaises prévisions, mais c'était pour une bonne cause, c'était pour un redressement global. Mais on le voyait, ça pouvait affecter le chiffre d'affaires et les bénéfices. En mars, le groupe de luxe avait émis un lourd avertissement sur ses revenus, prévenant qu'il chuterait de 10% en données comparables et autour de 20% pour sa marque phare Gucci. In fine, l'activité publiée par Kering mardi soir s'est avérée en ligne avec ces indications. Le chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 11% en données publiées et 10% en valeur comparable. Pour Gucci, cela représente environ 45% des revenus et une chute s'établit de 18% en données comparables. Donc c'est ce qu'on disait, ça s'est avéré en ligne avec les indications, donc c'est ce que nous avions vu. Donc la chute était prévisible, mais ce qui a surpris le marché, c'est ici. La surprise provient des indications plus précises données par la société mardi soir sur les perspectives. Kering a confirmé attendre un résultat opérationnel courant en baisse en 2024 par rapport à l'an passé. Si on va sur le communiqué, on a chiffre d'affaires du premier trimestre 2024. Alors, 4,5 milliards, moins 11% en données publiées et moins 10% en comparable. La performance de Kering s'est fortement détériorée au premier trimestre. Ça, c'est ce que nous avions vu et on le savait. On a le résumé ici. Dans un contexte de normalisation du secteur du luxe et compte tenu des transitions en cours au sein des maisons, le chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre 2024 s'élève à 4,5 milliards d'euros, moins de 11% en publié et moins 10% en comparable. L'évolution du chiffre d'affaires comprend un effet de change négatif, 3%, et un effet périmètre positif, 2%, lié à la consolidation de Creed. L'activité dans le réseau en propre marque une contraction de 11% en comparable liée à un trafic en baisse en boutique. Les tendances en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et au Japon sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2023, tandis que le recul en Asie-Pacifique est plus marqué. Le chiffre d'affaires wholesale et autres est en retrait de 7% en comparable compte tenu du renforcement continu de l'exclusivité de la distribution des maisons. On a ensuite les chiffres, on a le résumé par maison et ce qui nous intéresse surtout, ce sont les perspectives. S'inscrivant dans une vision de long terme, Kering investit pour développer des maisons afin qu'elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l'exclusivité de leur distribution, assurant un équilibre parfait entre innovation, crédibilité et blablabla. Ça, c'est ce que nous avions vu dans le précédent communiqué. Donc, c'est ce que cherche à faire la marque, c'est du coup de créer vraiment le luxe pur, la désirabilité, d'avoir une vision long terme, de réinjecter l'argent là où ça peut être extrêmement profitable pour le long terme pour la société, pas forcément en argent pur, mais également en notoriété, en désirabilité, bref, pour une maison de luxe qui dure sur le long terme. Et par contre, là où on ne s'attendait pas à une aussi forte chute, c'est la suite. Pour 2024, dans un contexte où la croissance du secteur poursuit sa normalisation, l'impact de cette stratégie d'investissement pèsera sur le résultat opérationnel courant du groupe, sur base périmètre consolidation, taux de change constant, blablabla, qui devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre. Compte tenu de la dégradation des tendances de chiffre d'affaires, le groupe anticipe désormais un recul de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l'ordre de 40 à 45% par rapport au premier semestre 2023. Et c'est là que ça fait mal. Parce qu'un recul d'un résultat opérationnel de 40 à 45%, ça veut dire, si on le voit de l'autre côté, qu'on sera entre 55% et 60% du résultat du premier semestre 2023. Et ça fait très mal, puisque même si la société était en train de redresser, de faire des coupes budgétaires à droite à gauche pour relancer, la moitié moins, c'est quand même énormissime pour une société, et surtout une société dans le luxe.
Le groupe s'attache à privilégier les dépenses initiatives nécessaires au développement et à la croissance long terme des maisons. Donc ça, c'est logique. Ils suivent leur plan, leur stratégie long terme. Ils l'ont annoncé au précédent communiqué. Ils disent que forcément, ça sera l'axe privilégié, même s'il manque un peu d'argent, tout en travaillant avec détermination aux actions requises dans la situation actuelle pour optimiser sa base de coûts. Donc, ils poursuivent leur plan tout en essayant d'optimiser à droite à gauche les coûts. Logique, puisque si le chiffre d'affaires baisse drastiquement, le but est de limiter la casse et de réduire les coûts au maximum. Si on passe donc sur le graphique qu'on se met là, on a donc une chute assez importante et là, on va avoir un impact. Si on se met ici sur les finances, qu'on se met au niveau des bénéfices semestriels. On a du coup normalement ici H1 2024, on avait dit 40 à 45% en moins, ce qui veut dire entre 55 et 60% du premier semestre 2023. Donc si on sort la calculatrice, on avait prévu ici 14, on avait reporté 14,62, donc 14,62 fois 0,6 dans le meilleur des cas, 8,7 et 14,62 fois 0,55, on est entre 8 et 8,7. Donc on va couper la poire en deux, on va dire 8,35, allez 8,30, 8,35. On est à 8,56, donc là c'est un peu haut. Mais si on se retrouve avec 8,30, 8,35, allez mettons 8,30, ça nous fait donc, on a un cours ici à 324, donc on se retrouverait avec 8,30 de bénéfices par action divisé par 324. 324, on a donc 2,5% de rendement. Alors, c'est à compter pour le semestre, donc il faut multiplier par 2. En gros, 5% de rendement. 5% de rendement, c'est pas si mal, on peut mieux faire. Ce qui compte surtout, c'est de savoir est-ce qu'on va redresser la barre après. Alors là, ils ont été généreux sur TradingView, ils ont mis 8,5 et après on est passé directement à 9,44. Je préfère dire qu'on va être à 8,30 et qu'on va rester à 8,30 aussi pour le second semestre. Comme ça, c'est ce qu'on disait, ça nous fait un rendement de 5% pour l'année. Mais ce qui est intéressant, c'est si ça repart ici. Alors, est-ce que la marque elle-même, parce que là, on a plusieurs estimations, mais sur quoi se base-t-elle? Est-ce que la société elle-même a ce genre de projection? Donc c'est tout l'intérêt de savoir pourquoi ces chiffres ont une telle croissance. Est-ce que c'est fiable, très fiable, pas du tout fiable? Mais même si on se mettait à quelque chose comme 25, parce qu'on a 22, 23 ici, et 29 en 2027, si on estime qu'on n'est pas à 29 en 2027, mais plutôt à 25, soyons gentils, estimons qu'il y aura une légère reprise, puisqu'on sera normalement, donc là on est à 19,58 estimé, mais nous on avait dit qu'on était plutôt aux alentours de 16,60. Donc 16,60, on va estimer que les 22,95 seront plutôt décalés d'une année et que le 25 sera décalé d'une année. Si on estime qu'on est aux alentours de 25,26 en 2027, on se met ici, on reprend la même chose, on fait 1,26 divisé par 324, et là ça nous donne un rendement de 8%, mais un rendement de 8% dans 3 ans. Donc toute la question est de savoir si vous estimez, vous voulez rentrer maintenant parce qu'il y a eu une forte baisse du cours, mais parce qu'il y a aussi une forte baisse des revenus, et que vous voulez miser maintenant sur long terme en vous disant que de toute manière c'est du luxe et que les maisons de Kering ne vont pas couler sur le long terme, elles vont redresser la barre, et si vous estimez qu'on va être à peu près par là, aux alentours de 25-26 de bénéfices par action dans 2 ou 3 ans, alors oui, un rendement de 8% dans 2 ou 3 ans, ça peut être une très bonne chose. Attention, il faut être relativement sûr de ces prévisions-là, puisque si on n'est plus à 26, mais qu'on est par exemple à 20 ou à 19, ça change complètement la donne, puisque là, vous aurez un rendement qui sera bien moins bon. Si on regarde ici, on se remet, on fait un rendement, on va dire de 19, un bénéfice par action de 19 divisé par 324, on est à 6%, un peu moins de 6%, ça fait mal d'avoir seulement 6% de rendement dans 3 ans. Ça fait extrêmement long, sachant qu'entre deux, il peut encore y avoir des problèmes, si la Chine ralentit encore, s'il y a d'autres soucis, bref. Comme d'habitude, pas de secret, pas de magie. Ce qu'il faut, c'est lire les communications comme on l'a vu là pour avoir le sentiment pour l'année sur le court terme. Et surtout, 2, écouter les conférences call ou au moins les résumés pour avoir la vision du management sur le plus long terme, c'est-à-dire sur l'année prochaine ou les 2-3 années. Il arrive très souvent que le management donne sa vision à long terme et il arrive parfois qu'elle donne des projections chiffrées. Une estimation bien souvent, mais ça donne quand même la tendance. Si le management estime qu'on sera non pas à 29 mais à 38, il peut toujours se tromper, mais si lui-même, à la tête de Kering, estime qu'on peut avoir 38, même en mettant un petit malus, on peut espérer un 35, 34, 33, ce qui laisse d'énormes perspectives sur lesquelles justement vous pouvez faire des probabilités et vous placer pour avoir un énorme rendement dans
3 ans. Si au contraire le management ne sait pas trop et qu'il dit qu'il navigue un peu à vue et que si déjà il arrive à maintenir les chiffres de cette année sur les 3 prochaines années, ça change complètement la donne puisque on arriverait avec quelque chose comme 22 dans 3-4 ans, ce qui serait ridicule, on l'a vu, on aurait du 5 ou 6% dans 3 ans. Et encore une fois, c'est une perspective, ce sont des perspectives, il pourrait y avoir un problème entre maintenant et dans 3 ans qui fait qu'on passerait peut-être d'un rendement de 6% à 5 voire 4,5. Donc tout est basé sur le fait que oui, aujourd'hui les chiffres ne sont pas bons, c'était prévu. On n'avait pas cette donnée-là comme quoi le deuxième semestre serait sûrement, cette fin de premier semestre et l'année qui arrive serait sûrement 50% de ce qu'on avait ici, donc ça laisse vraiment pas beaucoup, ça fait du 8 et quelques, 8,3, et c'est pour ça que le marché d'ailleurs a dévissé, a perdu 10% d'un coup sur une seule séance, c'est justement par cette surprise-là. Maintenant toute la question est-ce que là c'est maintenant le mauvais moment et c'est maintenant la cuvette des bénéfices et c'est maintenant qu'il faut étudier le dossier et se positionner justement parce que vous pensez que ça peut repartir de plus belle et donc être dans la cuvette à ce moment-là est un très bon investissement, ou est-ce que vous pensez que les prévisions ici ne sont pas du tout fiables, que même le management n'y croit pas ou très peu, et que ça peut encore descendre ou stagner, et qu'en fait le dossier est à éviter, voire à observer juste pour attendre le moment où ça repartira, si ça repart un jour évidemment, pour vous positionner à ce moment-là. Encore une fois, pas de magie, l'étude des rapports financiers, l'étude des conférences call pour justement comprendre les perspectives et comprendre la fiabilité des perspectives pour vous pouvoir vous projeter et faire votre propre rendement, votre propre prise de risque. Bref, tout simplement, adapter l'investissement de la société en question avec votre profil à vous. Vous devez déterminer les projections futures pour avoir le gain d'ici quelques années et donc votre rendement. Vous devez estimer la fiabilité de ce gain, donc ça passe par l'étude des conférences call, justement des prévisions du management, de plusieurs estimations de cabinets si jamais c'est possible d'en avoir. Vous devez faire votre composition de tout ça et vous dire voilà, c'est relativement fiable et le rendement qui est là, qui est relativement fiable, me convient ou ne me convient pas. Et là, me convient ou ne me convient pas, ça doit être affilié avec votre profil à vous. Est-ce que vous êtes prêt à attendre autant de temps avec ce tel degré d'incertitude pour espérer avoir tel rendement? C'est toute la question. Dernier petit nota pour le rendement du dividende. Moi, j'aurais coupé tout simplement le dividende puisque quand on voit qu'on a dividende par action 14 et 14, j'aurais préféré qu'on le coupe net ou qu'on passe à quelque chose de drastiquement plus petit, du 2 ou du 3. Alors oui, ça va faire mal, le cours va certainement encore en pâtir puisque ça sera une mauvaise surprise, mais il vaut mieux verser 1 euro de dividende et économiser tout l'argent qu'on aurait pu verser pour justement redresser la barre. Je ne me suis pas renseigné là-dessus pour voir si la direction avait émis une opinion ou un communiqué, mais j'espère de tout cœur qu'ils ont réduit le dividende drastiquement ou ils ont prévu de le réduire drastiquement, tout simplement parce que quand vous avez votre argent qui fond parce que vous avez moins de chiffre d'affaires ou parce que vous êtes moins efficient, peu importe, si vous gagnez moins d'argent, si vous voulez redresser la barre, le mieux est de collecter un maximum d'argent, d'éviter d'en redistribuer à tout va, et justement de le réinjecter sur les points les plus efficients de l'activité pour redresser la barre au mieux et au plus vite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!